Axel Hubert, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre grand témoin ce soir. Merci Blanche. Alors Axel, vous êtes maman de 4 enfants. Oui. Vous êtes coach, vous êtes thérapeute auprès de personnes et de familles en difficulté ou également en deuil. Vous accompagnez aussi des personnes aidantes. Tout à fait. Oui. Et vous aussi, Axel, vous êtes veuve depuis 9 ans déjà. Voilà, vous avez perdu votre mari, Léonard, qui est mort de la maladie de Charcot. Et vous nous témoignez de ce chemin dans ce très beau livre « Si je ne peux plus marcher, je courrai », voilà, qui est une phrase de Léonard. Exactement. Et qui a été publié chez MAM il y a quelques années. Alors, Axel, la première question que je voudrais vous poser, c'est quand un diagnostic d'une maladie comme ça tombe, est-ce que finalement pour vous, ça a été compliqué de plonger dans cette douloureuse réalité ? Alors pour nous, pas du tout, parce qu'en fait, on n'a pas du tout compris que le diagnostic vital était engagé. Le médecin qui a annoncé à Léonard qu'il était atteint de cette maladie de Charcot lui a dit qu'il avait une forme atypique. Et voilà, donc nous, on ne connaissait pas le nom de la maladie, on ne connaissait rien de cette maladie. Et on a également suivi le conseil du médecin qui était de ne pas aller voir Internet. Je pense qu'il y a aussi eu une forme de déni et ce déni nous a aussi très certainement protégés. Une forme de déni qui vous a conduit à comprendre petit à petit finalement ce qui était en train de se passer. Oui, exactement. On a compris en lisant parfois dans le regard des autres qui, eux, avaient pu aller consulter ce qu'il en était de la réalité de cette maladie. D'accord, c'est beaucoup les autres et les événements qui petit à petit vous ont amené à accueillir. Exactement. Cela. Oui, c'est ça. On a quand même vu que la maladie progressait, mais je dirais la première année qui a suivi le diagnostic, les choses étaient encore à un niveau correct pour Léonard, qui avait dans un premier temps perdu l'usage un peu de la dextérité. Donc lui qui aimait jouer du violoncelle, ça avait été sa première difficulté. Et puis peu à peu, il a perdu la mobilité des bras, des jambes. Et ensuite de la déglutition. La parole a été également atteinte. Et pour finir, la respiration. Et Léonard est mort donc il y a 9 ans. Il y a 9 ans. Et alors, est-ce que finalement cette maladie qui est évolutive, qui a conduit Léonard à diminuer petit à petit, est-ce que perdre, vous parliez du violoncelle par exemple, perdre petit à petit son indépendance, est-ce que ça s'est fait pour lui dans la paix ou dans une révolte ? En fait, Léonard avait un caractère très étonnant parce qu'il avait cette faculté à accepter les pertes, les renoncements dans l'instant. Voilà, il disait c'est comme ça, donc je l'accepte. Pour moi, ça a été plus difficile. Et donc moi, je suis passée par un peu toutes les étapes d'un pré-deuil, en fait. Donc tout ce tsunami émotionnel, oui, je l'ai vécu, je l'ai traversé. Je me souviens avoir pu éprouver de la colère. Je me souviens avoir pu avoir peur, bien sûr. Il y a eu un moment où j'ai compris que j'allais devenir veuve. Et j'ai traversé cela et j'ai eu comme soutien l'humour de Léonard. Je dis bien l'humour et non pas l'ironie ou le sarcasme. Ça m'a protégée, ça m'a aidée. Et puis moi, je pense que peut-être mon côté à pouvoir anticiper, à pouvoir prévoir un peu les choses, a pu l'aider, lui, à anticiper ce qui devait l'être. Et est-ce que vous étiez beaucoup dans cette anticipation, à imaginer ce qu'allait être demain, l'avenir, ou est-ce qu'on se met plus en mode un peu au jour le jour ? Oui, ça c'est aussi une chose qui a pu beaucoup nous aider, c'est de se dire on va essayer d'anticiper ce qui peut l'être, ce qui doit l'être, mais on va tout faire pour vivre le présent. Sachant en plus que lors du diagnostic, le médecin, la neurologue, nous avait dit que dans 10% des cas, la maladie cessait d'évoluer. Et donc on s'est dit, en fait, nous, on va peut-être faire partie de ces 10%-là. Donc on s'est répété ça, on s'ancrait aussi dans une phrase qu'on avait entendue au début de notre mariage qui était « J'ai beaucoup souffert » de mots, M-A-U-X,
qui ne me sont jamais arrivés. Et donc, on s'est dit, peut-être que nous, les pires mots, on ne va pas les connaître. Donc, ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Vivons le présent et advienne que pourra. Donc ça a été quand même un peu une colonne vertébrale. Et c'est encore pour moi une ressource. Ça fait partie aussi de l'héritage de Léonard, qui d'ailleurs m'avait dit, au lendemain d'une chute qu'il avait faite, je lui dis, mais Léonard, comment on va faire si tu ne peux plus marcher ? Et il m'avait répondu, mais si je ne peux plus marcher, eh bien je courrai. Voilà. Donc c'était une blague qu'il faisait quand les enfants étaient petits, mais là, la blague, elle prenait tout son sens. Et moi, j'ai vécu ça comme une invitation à vivre le présent et un peu à courir le risque du bonheur, le risque de l'espérance, mais pas comme une fuite, mais vraiment, on vit le présent et la vie est dure, on est affecté par une terrible souffrance. La maladie de Charcot, c'est vraiment une maladie qui est terrible. Mais malgré tout, il y a des belles choses et il y a parfois des choses toutes simples, un peu les mille et une joies du quotidien. Donc ça peut être une belle lumière que vous admirez, ça peut être le sourire de quelqu'un, d'une personne qui va vous aider, les rires des enfants. Donc c'est vraiment la joie d'accueillir le beau aussi dans la vie, de la relation, du beau de la nature, du beau de ce qui vous est donné, malgré toute la difficulté. En fait, pour moi, c'est très important de pouvoir dire que en même temps, c'est difficile. Vous voyez, c'est difficile et en même temps, il y a des belles choses. Il y a encore des choses à vivre. Il y a encore des belles choses à vivre, à donner, des belles choses à recevoir. Qu'est-ce qui vous a le plus édifié chez votre mari pendant ces années de maladie et aussi chez vos enfants, qui étaient jeunes, mais... Ce qui m'a le plus édifié, ça a été son sourire. Ça a été le fait que jamais il ne se soit plaint. J'en atteste, Léonard ne s'est jamais plaint. Il prenait donc les renoncements à faire, il les faisait facilement. Je ne sais pas s'il les faisait facilement, mais en tout cas, il les faisait avec le sourire et dans l'acceptation, en consentant à la perte. Ça c'est aussi quelque chose de très édifiant, c'est de se dire j'accepte de perdre quelque chose, j'accepte de perdre quelqu'un. Et dans une société où on est un peu souvent à vouloir dans la maîtrise. battre, combattre, à vouloir maîtriser, à vouloir gagner, se dire je consens à la perte. Oui, ça a été une très belle leçon. Une autre fois, quand il avait la voix qui commençait à être très atteinte, et je lui avais dit mais comment on va faire si tu peux plus parler? Et alors là, je vous le donne en mille. Il me répond mais si je ne peux plus parler, eh bien je chanterai. Alors, autant la blague, si je peux plus marcher, je courrais, je m'y attendais, mais autant je chanterai. Je me suis dit, ce mec... Ça vous agaçait pas? Parce que c'est quand même complètement utopique. Non, cette acceptation qu'il avait, ça m'a pas agacée, parce que ça m'a aidée. Cet humour qu'il avait, ça a pu m'aider. En revanche, ce qui a pu parfois m'agacer, ou me gêner, c'est peut-être... je dirais un certain manque de communication sur ce qu'il vivait, sur ce qu'il ressentait. J'aurais aussi aimé pouvoir aborder le sujet de la mort, dont on savait que elle se tapissait là, mais prête à Vous n'avez pas pu parler de la mort tous les deux? On a pu en parler que dans ces derniers jours, juste avant qu'il ne rentre dans son agonie. D'accord. Oui. Il éludait la question. Je crois qu'il l'éludait aussi parce qu'il voulait vraiment vivre ce présent et qu'il se disait peut-être que la maladie va se stabiliser. Quelques jours avant sa mort, le médecin qui s'occupait de Léonard, le pneumologue, est venu nous voir et nous a fait comprendre de façon très claire qu'il n'y avait plus rien à faire et que tout avait été fait et qu'il nous fallait consentir à la mort. Et en fait, j'ai été heureuse, mais foncièrement heureuse d'avoir eu cette discussion, d'avoir entendu ces paroles. Ça a pu être aussi l'occasion d'une discussion avec Léonard et moi. Quand je dis discussion, c'était un peu limité du côté de Léonard parce qu'à ce moment-là, donc il était hospitalisé, et il allait très mal.
il devait peser 35 kilos pour 1,85 m. Donc on discutait, il parlait avec les yeux. Et donc moi je devais décoder avec un alphabet, donc ça a été un peu éprouvant, mais en tout cas sa position a été très claire. Et Léonard a pu exprimer qu'il n'avait pas peur de la mort. Ça a été aussi quelque chose qui a été très beau pour moi, d'entendre, de le voir vivre. Apaisant. Ouais. Ça a été apaisant et s'il n'avait pas peur de la mort, il avait peur de nous laisser. Ouais. Donc en fait, si vous voulez, c'est toute la complexité encore une fois de la vie. C'est que, oui, je suis dans une certaine ambivalence. Je peux avoir peur de laisser ma famille, mon épouse et mes enfants, et je n'ai pas peur de ce qui m'attend, je n'ai pas peur de cette traversée. Et du coup, pour moi, ça a été très aidant aussi. Et c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de dire que moi non plus, je n'ai pas peur de la mort, et que d'avoir côtoyé la mort de si près, eh bien, rehausse le goût de la vie. La maladie de Charcot, c'est une maladie quand même assez rare. Mais on en parle de plus en plus. Ces temps-ci, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des témoignages dans les médias sur soit des malades eux-mêmes, soit de leur famille. Et alors certains témoignages sont édifiants de beauté, comme peut l'être le vôtre, édifiants de courage aussi. Et là, je voudrais juste citer un témoignage de Bertrand qui a publié dans le Figaro, et on a mis ce petit extrait dans notre carnet du participant. Il nous dit qu'à côté de la difficulté de la maladie, il y a aussi une forme d'émerveillement, une dimension très pure de l'amour de ma femme et de mes enfants, la tendresse de mes amis, l'attention des soignants. Bien sûr, cela existait avant, mais avec la maladie, cela prend une autre dimension. Je vais quitter ce monde avec ce qu'il y a de beau, de plus beau même, chez l'homme. Cela apporte beaucoup de sérénité. Alors ça, c'est un beau témoignage. Il y en a aussi qui sont plus difficiles. Certains aussi instrumentalisent cette maladie pour revendiquer notamment le suicide assisté ou l'euthanasie. Et la Convention citoyenne qui a démarré, qui est en cours, elle va faire travailler les citoyens sur cette question. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Derrière cette question, évidemment, on sent les exceptions. Et donc, évidemment, on sent aussi, par exemple, cette question particulière de la maladie de Charcot. Comment vous, Axel, je suppose que vous voyez passer ces témoignages et ces débats, comment vous accueillez ça, vous qui avez été confronté de près à toutes ces questions? Alors, je voudrais dire déjà que le témoignage que vous avez lu, je le trouve magnifique et que j'y souscris totalement. Pour répondre à votre question de façon pertinente, je dirais que c'est douloureux en fait d'entendre cette instrumentalisation de la maladie de Charcot pour arriver à une probable légalisation de l'euthanasie ou de l'aide à mourir, enfin, quels que soient les noms qui seront retenus. Pourquoi est-ce que c'est douloureux? Parce que, en fait, moi, je prends cela comme un message pour tous les souffrants, et en particulier, bien évidemment, pour ceux qui sont atteints de la maladie de Charcot, que leur vie est trop difficile, et que du coup ne mérite pas forcément d'être vécue. C'est ça en fait qui est le plus difficile. C'est que toute vie est belle parce que c'est la vie, même si elle est difficile, même si elle est fragile. Et en fait, je crois qu'au lieu de chercher à légiférer, il faudrait voir comment aider les personnes. L'héritage de Léonard, c'est aussi celui de la personne qui se laisse aimer, qui se laisse regarder. La personne qui est en situation de fragilité, eh bien, elle a quelque chose à recevoir. Elle se laisse aimer, elle se laisse regarder. Et la personne qui est en face, son proche, peut chercher à construire un pont
pour aller la rejoindre. Ce que nous voulons, c'est bâtir une société plus juste et plus fraternelle. Et la réalité aussi, c'est que quand on est dans la fragilité, que l'on soit au cœur de la maladie et bien en vie, ou que l'on soit, je dirais, à l'approche de la mort, eh bien, nous avons à chercher à rejoindre l'autre, à voir eh bien, comment est-ce que je peux l'aider. C'est sûr qu'au cœur de la maladie, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Et j'invite les gens qui nous regardent et qui sont malheureusement en prise avec la maladie, le handicap, la souffrance, je les invite à aller demander de l'aide, à demander une aide de façon concrète, de façon précise. La réalité, c'est que c'est difficile d'accepter d'être aidé. C'est difficile d'être redevable, de se sentir redevable. Et donc, on ne pourra recevoir cette aide que si cette aide, elle est faite, elle est donnée avec amour. Est-ce que vous auriez, pour terminer, un dernier petit conseil pour ceux qui peut-être seraient dans la phase où ils découvrent l'arrivée d'un événement grave, d'une maladie? Oui, alors peut-être accepter de plonger au cœur des émotions, accepter de traverser ce qui a traversé. Cette traversée, elle se fera. Et elle se fera d'autant mieux que donc on pourra être aidé, que l'on saura demander de l'aide. Mais accepter d'y aller et d'y plonger. Accepter d'être dans le réel, finalement. Exactement. Ouais. Je serais heureuse de conclure avec ces paroles de Léonard. Si je ne peux plus marcher, je courrai. Si je ne peux plus parler, je chanterai. Si je guéris, on continue. Et si je ne guéris pas, on continue aussi. On continue, c'est devenu un peu votre slogan à votre famille, à vos enfants, n'est-ce pas? On continue. Exactement. Bon, merci beaucoup. Merci.